moko ya suka mboka. HK Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeduri bobatelama nanzambe naleliyo. Beni Masisi Kashaba motema pasi bana bunaganda zambe alola abatela bino zambe Constant Dima beta matusa Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin,
je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale que vous aimez bien suivre sur notre chaîne tous les jours. Nous vous remercions et vous disons merci sincèrement de la fidélité que vous accordez à cette émission. Merci partout où vous êtes à travers le monde et en RDC, tous les quatre coins de la RDC. Je vous remercie sincèrement. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes de retour chez vous pour parler de ces sujets que vous avez d'ailleurs déjà remarqué sur cette affiche devant vous. Nous allons vous montrer ça tout à l'heure. Aujourd'hui, tout le monde en parle et vous avez été nombreux à nous poser également des questions. HK, est-ce qu'on peut aussi parler du bilan de 4 ans de Félix Tshisekedi d'Antoine, déjà à la tête du pays, 4 ans déjà? Pourquoi ne pas en parler? Nous en parlons, puisque les autres en parlent. Il y a même quelqu'un qui m'a dit pourquoi tu as peur de parler du bilan de Félix Tshisekedi? Nous nous permettons aujourd'hui d'en parler et je pense que c'est un premier numéro. Nous allons peut-être faire un autre numéro la semaine prochaine, puisqu'aujourd'hui, peut-être on ne saura pas terminer l'émission d'aujourd'hui. Alors, je l'ai dit, nous, c'est-à-dire que je ne serai pas seul pour aujourd'hui. Je vais être avec, d'abord pour aujourd'hui, avec un spécialiste, un journaliste d'investigation et ancien président du Forum africain des journalistes d'investigation, une structure basée en Afrique du Sud qui est aussi membre du réseau mondial des journalistes d'investigation basé à Washington, D.C., un grand personnage dans les mondes médiatiques qui s'appelle Eric Mwamba. Il est également éditeur du journal que vous aimez bien suivre, Grand Journal. Vous pouvez consulter ce journal sur grandjournalcd.com et nous serons avec Eric Mwamba aujourd'hui, d'abord pour évoquer les contours de ces bilans. 4 ans, c'est beaucoup, il faut en parler. Et je pense que vous serez aussi intéressé à suivre l'émission d'aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup d'attention. Une émission que moi, je vous invite particulièrement à suivre puisqu'il n'y aura pas des sentiments, il n'y aura pas des émotions. C'est une émission, un bilan que nous allons tenter de présenter et avec toute transparence et équilibre. Alors, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Et si vous aimez cette émission, vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous et n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater pendant tout le temps que nous sommes en direct et nous vous remercions sincèrement pour ça. Alors, c'est parti. Je salue tous ceux qui attendaient cette émission. Vous êtes déjà plus de 1000 connectés pour suivre cette émission d'aujourd'hui. Et si vous avez un avis contraire, je souhaite peut-être faire parler 3 catégories de personnes dans cette émission. Sur les bilans de Tshisekedi 4 ans après, puisque nous allons faire encore un autre numéro sur les bilans au mois d'août pour voir maintenant 5 ans. Alors pour aujourd'hui, c'est un bilan à mi-parcours, c'est comme ça que nous pouvons l'appeler. 4 ans, il lui reste encore presque une année. Nous allons en parler. Alors, aujourd'hui, je commence avec un homme des médias, un spécialiste de la question, et je reviendrai à vous prochainement pour continuer avec les restes de 2 numéros qui restent. Alors, merci beaucoup et bienvenue à ces nouveaux numéros. Moi, je m'appelle Honoré Kabongo. Je m'en vais tout de suite prendre d'abord notre invité d'aujourd'hui qui s'appelle Eric Mwamba. Bonjour, bonsoir Eric, merci d'être avec nous dans cette émission. Il y avait un petit problème, on ne vous entend pas.
Est-ce que vous m'entendez chez vous? Oui, je vous entends très bien, HK. J'ai dit bonjour à tous les charmants publics de la grande plateforme HK2 et à qui je présente mes voeux le meilleur pour cette année 2023, étant donné que le mois de janvier n'a pas encore pris fin. Exact. Merci beaucoup, Eric Mamba, d'être avec nous, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste dans les domaines, et vous avez présidé le Forum africain des journalistes d'investigation, une structure africaine basée en Afrique du Sud qui a formé beaucoup de journalistes à travers les continents. Aujourd'hui, vous êtes éditeur du Grand Journal, un journal que les Congolais et tous ceux qui aiment bien lire peuvent lire en ligne sur www.grandjournalcd.com, c'est ça, si je ne me trompe pas? Exact, c'est ça. Votre journal a fait beaucoup de révélations. Votre journal est très impliqué dans la question de l'économie, la politique et la sécurité en RDC. Vous avez même fait tomber certains hommes politiques en RDC économique, puisque vous avez donné plusieurs révélations. Alors, nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de 4 ans de Félix Tshisekedi. Jour pour jour, il a prêté serment un certain 24 janvier 2019. Aujourd'hui, 24 janvier, il y a 3 jours, 24 janvier 2023, Félix Tshisekedi a totalisé à la tête de la RDC 4 ans. D'entrée des jeux, beaucoup de gens parlent de ces budgets, de ces bilans. Et vous avez suivi les journalistes, vous avez suivi les analystes, économistes, politiciens, analyser les bilans de Félix Tshisekedi. D'abord, comment vous avez apprécié ces bilans? La plupart de ceux qui ont analysé les bilans de Félix Tshisekedi lui donnent une note de moins de 5. Donc, la plupart sont à 2 ou 3 sur 10. Quelle a été votre impression, première impression par rapport à ces bilans réalisés par certains Congolais, des journalistes, des analystes politiques et les autres? Comment vous avez accueilli ça? Quelle a été votre impression pour ça? Bon, avant de parler du bilan proprement dit du président Félix Tshisekedi, moi j'aimerais quand même dire un mot sur un casus belli que nous avons connu. Peut-être il y a des événements très importants qui se déroulent, mais certaines personnes restent indifférentes ou elles ne voient pas. C'est la reculade d'Emmanuel Macron dans le soutien du Rwanda, le soutien de la France, qui préfère, ou qui préférait, ou qui préfère, selon le cas, le Rwanda à la place de la RDC, qui est le plus grand pays francophone du monde. Nous étions ici, HK, vous m'avez reçu dans cette émission. J'avais proposé que, en ce qui concerne la sécurité, à la situation à l'est de la RDC, j'avais proposé que la RDC fasse reculer la France en boycottant la France, en boycottant le français, en boycottant les produits français. Le président Félix Tshisekedi a su se servir à bon escient de notre combat pour faire reculer la France. J'étais à Paris, je reviens de Paris. Je vais expliquer techniquement comment le président Félix Tshisekedi a su faire reculer la France, et ça sera comme une entrée dans la matière, puisque moi j'aimerais aujourd'hui partager avec le public de HK Today les différentes techniques, les différentes stratégies, les conditions dans lesquelles Félix Tshisekedi a pris le pouvoir et comment il gère tout cet environnement pour arriver aux objectifs qu'il s'est assignés en tant que président de la République. Alors, en ce qui concerne la France, je disais ici que la France, en tant que pays membre du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, avait un rôle très important à jouer dans la situation sécuritaire en RDC, notamment dans le fameux embargo qui pesait sur la RDC depuis plusieurs années. Alors, qu'est-ce que
le président Tshisekedi a fait techniquement pour faire reculer la France. Donc, dans son discours sur l'état de la nation, le samedi 10 décembre 2022, donc, le président Félix Tshisekedi a tout simplement ignoré la France. Parce que là, j'invite le public à relire ces discours, qui était un discours très documenté, un discours exhaustif sur tout ce que le gouvernement, le chef de l'État avait réalisé au cours de l'année dont il était en train de rendre le bilan. Et l'aspect diplomatique était un aspect très important puisque la situation sécuritaire, étant donné que la situation à l'Est, la situation sécuritaire à l'Est implique plusieurs pays, le président s'était beaucoup appesanti sur l'aspect diplomatique des actions du gouvernement, mais vous avez remarqué qu'il n'a pas cité la France alors que le président Emmanuel Macron avait fait la médiation lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies. Il avait réuni le président Kagame du Rwanda et le président Félix Tshisekedi. Dans son discours, le président a délibérément ignoré de citer, d'évoquer cet événement. Également dans son discours, le président a délibérément ignoré de citer la participation de la RDC au dernier sommet de la francophonie qui s'était tenu le 19 et le 20 en Tunisie, à Djerba, où il y a eu même le Premier ministre Samuel Konde qui avait refusé de poser sur la photo de famille. Et un autre fait important, toujours concernant la France, c'est l'organisation des 9e Jeux de la francophonie qui auront lieu cette année au mois de juillet en RDC. Le discours sur l'état de la nation du président Tshisekedi n'a pas mentionné ce cas. Donc le président a évoqué tout ce qu'il a fait avec les différents pays africains, les différents pays du monde, la Russie, la Chine, les États-Unis, etc., la Turquie, mais il a ignoré délibérément de citer la France. Et la conséquence immédiate, moi j'étais à Paris, je suis allé à Paris après pour voir la température. La conséquence immédiate, c'est que Paris a tremblé, Emmanuel Macron a tremblé, le gouvernement français a tremblé et conséquence immédiate, vous avez vu, le Conseil de sécurité des Nations Unies, à la demande de la France, a levé la mesure de notification, cet embargo voilé qui pesait sur l'achat des armes et d'autres équipements militaires sur la RDC. Ça s'est passé dans quelques jours, tout simplement. Deuxième fait, Deuxième fait, le président Emmanuel Macron a envoyé à Kinshasa la secrétaire d'État à la francophonie, Madame Chrysoula Zakharopouli, qui est venue à Kinshasa pour séduire les Congolais. Donc, il est venu à genoux, puisque la France était tout simplement à genoux, grâce à notre combat, grâce à la stratégie, un coup de maître diplomatique du président Tshisekedi. La secrétaire d'État, la ministre, Madame Chrysoula, est descendue à Kinshasa et il a dit clairement que la France condamnait le Rwanda. C'était pour la première fois qu'une autorité française gouvernementale puisse le dire sans embâche dans un français clair que la France condamnait la France condamnait le Rwanda dans la situation que la RDC était un grand pays. Elle est venue à Kinshasa à genoux. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Puisque c'était elle est venue à Kinshasa mardi 20 décembre. 5 jours après, quand le président de la République a fait... Puisque vous en parlez, Eric Mamba, puisque vous en parlez, puisque nous voulons coller ce que vous dites aux événements, vous avez déjà commencé avec les volets diplomatiques. Je ne sais pas, vous voulez qu'on parte à ce niveau ou qu'on aille étape par étape, secteur par secteur. Vous voulez commencer avec la diplomatie, vous voulez parler, donc vous êtes en train de parler de cette dame qui a fait cette déclaration qui a bouleversé tout le monde pour la première fois dans l'histoire de la France, c'est ça?
Oui, exactement, mais j'ai encore des éléments à présenter avant que nous entrions dans le bilan du président Tshisekedi selon l'ordre que vous avez prévu. Donc, moi, je voulais dire tout simplement que Ça, elle c'est est bon. arrivée à Allez-y. Kinshasa. Elle est arrivée à Kinshasa le 20 décembre et le président de la République, dans son discours, dans son message de vœux adressé aux Congolais, là, le président a évoqué les Jeux de la francophonie. Le président a dit qu'il a réautorisé, puisque tout simplement, le discours sur l'état de la nation était un signe avant-coureur du divorce. Donc, c'était un message clair que le chef de l'État avait envoyé à la France en disant, si vous ne faites pas quelque chose, pour lever l'embargo voilé, qu'ils appelaient mesure de notification. Nous allons rompre, puisque là, tous les Congolais, le travail que nous avons fait, tous les Congolais à qui je tire les chapeaux ici, le gouvernement, le président de la République, mais les Congolais étaient clairs que moi, par exemple, je prenais qu'on sorte de la francophonie, je prenais qu'on supprime le français dans le système éducatif, dans le système administratif de notre pays. Je prenais qu'on puisse promouvoir une de nos langues, par exemple les lingala, qui peut être parlé dans des manières officielles telles qu'on les voit dans d'autres pays. Le Kenya, on fait gère son administration en Swahili, la Tanzanie et bien d'autres pays dans le monde qui font la promotion de leur langue nationale à côté de l'anglais. Donc j'ai proposé, le Rwanda lui-même fait cela et j'ai proposé, ainsi qu'avec des millions d'autres Congolais qui proposaient cela et nous avons bien démontré que ces mesures allaient faire tomber l'industrie culturelle française, puisque avec tous ces films anglais ou anglophones qu'on traduit en français, avec les films espagnols qu'on traduit en français, les livres qu'on traduit en français, les différents produits. Après, il y a la société Orange qui a 20 millions d'abonnés en RDC. Vous avez la société pétrolière Perenco. Vous avez énormément d'intérêts français. Vous avez Bolloré qui contrôle la logistique. Et nous avons proposé toutes ces mesures. La France a eu peur. Et ça, c'est grâce à la clairvoyance. Ça, c'est grâce au coup de maître diplomatique du président Tshisekedi. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La France a eu peur. Nous avons gagné une bataille, mais nous n'avons pas gagné la guerre, puisque le M23 est encore là, le Rwanda agit encore sur le terrain. Aujourd'hui, maintenant, vous voyez que le fait que le président commence à refuser de participer aux négociations, puisqu'aujourd'hui, la deuxième étape, les Congolais exigent qu'on rompe les négociations, et vous voyez que le Rwanda est en train de pleurer. Mais on va y revenir. On va y arriver. Alors, oui, allez-y. Terminez moi, votre idée. Je vais toujours pour parler du bilan. Je vais dire aux Congolais que il y a un problème au Congo, c'est l'oubli. Donc, les Congolais oublient beaucoup. C'est le plus grand problème que nous avons. La RDC, lorsque vous parlez du bilan, lorsque le président Félix Tshisekedi... Je souhaite ne pas commencer tout de suite. C'est bien par rapport à cette mise à jour que vous venez de nous faire par rapport... Ça, c'est sur le plan diplomatique que Tshisekedi s'est distingué et c'est bon. Alors, est-ce que à vous entendre, vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui ont fait les bilans sans pour autant évoquer cet aspect important? Vous n'êtes pas d'accord avec eux? Oui, ceux qui font les bilans, on voit... D'abord, j'aimerais aussi dire un petit mot, puisque moi, dans l'organisation à laquelle j'appartiens, que tu connais très bien, HK, puisque toi, HK, en tant que journaliste, on sait te retracer, on sait d'où tu viens, on t'a suivi, on a vu comment tu t'es développé sur le plan professionnel, sur le plan des formations, mais aujourd'hui, c'est quand même écœurant. HK, moi, dans l'organisation, les réseaux mondiaux du journalisme d'investigation, qui est basé à Washington, où j'évolue, j'appartiens à la cellule chargée de créer les normes journalistiques. Et vous allez voir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de journalistes qui n'appartiennent à aucun média. Il y a beaucoup de
puisque quand on est professionnel, on est journaliste ou bien on est politologue, par exemple, on doit appartenir à une organisation. Pourquoi c'est important d'appartenir à une organisation? Puisque les organisations assurent le gendarme de l'éthique et de la déontologie, puisque chaque profession a une éthique, chaque profession a une déontologie. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui s'auto-proclament, par exemple, politologues. Et vous Politologue, êtes journaliste, tout. politologue, oui, vous êtes politologue, vous êtes analyste politique. Vous travaillez dans quelle structure? Vous travaillez dans quelle organisation? Puisque généralement, les politologues et les analystes politiques travaillent au sein des universités, au sein des facultés des sciences politiques, ou soit ils appartiennent à des associations professionnelles. Comme ça, leur travail peut être censuré, leur travail peut être suivi, décrypté par les pairs ou par des comités scientifiques pour s'assurer qu'ils ne sont pas en train de faire des dérapages par rapport à la déontologie, par rapport à l'éthique. C'est la même chose avec des gens qui disent aujourd'hui qui sont des journalistes, qui sont tombés comme ça du ciel, dont on ne peut pas retracer et qui, eux, analysent. On ne peut pas, nous avons des difficultés à suivre. Ce sont eux qui sont suivis et ils font des analyses de tout genre. Donc, vous remettez en cause leur qualité. Oui, puisque avant d'analyser HK, vous devez être qualifié et vous devez être compétent pour le faire. Et vous devez appartenir à une structure à qui on peut se référer en cas de problème. Puisque lorsqu'il y a des contestations, par exemple, imaginez quelqu'un dont on ne connaît pas le parcours, qui s'autoproclame comme ça journaliste, qui n'appartient à une organisation. Lorsque les gens sont lésés, par exemple, à qui on va se référer? Puisque c'est un électron libre. Comme le cas des politologues ou des analystes qui n'appartiennent à aucune université, qui n'appartiennent à aucune association scientifique, qui n'appartiennent à aucun groupe scientifique par rapport à leur discipline, à qui on va se référer, par exemple? On a des difficultés à le retracer. Vous voyez? Donc, par conséquent, quand ils analysent, ils ne nous expliquent pas quelles sont les méthodes qu'ils utilisent pour analyser. Pour analyser et faire un bilan. Alors, ça, c'est très bien. Très bien. Merci beaucoup, Eric Mamba. Nous allons évoluer avec cette émission pour faire comprendre aux Congolais à quel niveau, quelle est la note que mérite Félix Tshisekedi aujourd'hui. Merci beaucoup, puisque les mondes, surtout les mondes médiatiques, les réseaux sociaux, ont détruit notre métier, Eric. Moi, je suis soucieux de voir la manière dont les journalistes sont en train de fouler aux pieds le métier sur les réseaux sociaux. Et bon, enfin, il suffit seulement d'avoir son téléphone, avoir son micro et parler quand même plus ou moins bien, c'est fini. Et tout est parti. Alors, je peux préciser une chose, que la plupart des gens ici qui font les bilans de Félix Tshisekedi font les bilans par rapport à la réalité sur terrain. Mais je voudrais d'abord, avant vous, pour vous permettre d'avoir une idée claire sur ce que Tshisekedi avait promis, et c'est sur ça que nous sommes appelés à faire les bilans. Je vous propose de voir d'abord, je vous rappelle d'abord de regarder cette vision ou ces programmes de Félix Tshisekedi. Comme ça nous donne une idée. C'est un peu trop petit, je dois augmenter ça pour que tout le monde puisse voir. Ici, je vous présente, cher Eric, je vous présente la vision ou les plans de Félix Tshisekedi. Ici, vous allez voir, donc nous sommes sur la vision du président de la République fonder un État moderne, fonder un État moderne, vaincre la pauvreté, décréter une grande cause nationale pour construire un Congo tourné vers son développement dans la paix, la sécurité, un Congo réconcilié avec lui-même. Voilà le premier secteur. Il a divisé sa vision en 4 secteurs. Le premier secteur est là, les secteurs de bonne gouvernance. Sur les secteurs de bonne gouvernance, je dois aussi vous montrer un truc. Je dois rappeler très rapidement et vous remettre la parole, puisque je ne souhaite pas qu'on parte dans tous les sens. Et ça va vous permettre d'avoir une idée plus ou moins claire de ce que je suis en train de parler. Alors, nous sommes sur le premier secteur. Le premier secteur nous dit ceci, il veut
Voilà, le premier secteur, ça c'est le premier secteur. Secteur bonne gouvernance. Euh, Pilier 1, pacifier les pays, promouvoir la réconciliation nationale, consolider la démocratie, restaurer l'état des droits et son autorité, réhabiliter et redonner l'image de la diplomatie, lutter contre la corruption et les crimes économiques, consolider la stabilité macroéconomique, assainir les finances publiques et réformer les systèmes financiers. Ça, c'est le premier secteur, secteur de bonne gouvernance. Deuxième secteur, secteur qu'il appelle l'homme. Faire de l'éducation la clé du changement et les principales ascenseurs sociaux, mettre en place la couverture santé universelle, promouvoir l'emploi et la promotion professionnelle continue, autonomiser la femme et promouvoir la jeunesse. Deuxième secteur, et l'avant-dernier donc, secteur croissance économique durable. Il dit ceci pour améliorer les climats des affaires et promouvoir l'entrepreneuriat, lutter contre les changements climatiques, relever les défis de l'accès à l'électricité et à l'eau potable, aménager les territoires, développer et moderniser les infrastructures, développer l'agriculture et l'agro-industrie. L'autre pilier, diversifier l'économie et développer les commerces, l'industrie ainsi que les PME et PMI. Rendre les secteurs de mines et des hydrocarbures attractifs et performants, et puis développer les tourismes, la culture et les arts. Dernier secteur, secteur société solidaire, combattre la pauvreté, exclusion et la vulnérabilité. Je reviens à vous, Eric Mwamba. Je pense que cette description vous donne une idée claire sur quoi nous pouvons nous baser pour faire un bilan. Je pense que jusque-là, vous êtes d'accord avec moi. Oui, Yashka, j'ai ces documents du président Félix Tshisekedi, mais moi j'aimerais que lorsqu'on fait ce genre d'émission, ça puisse permettre aux Congolais qui nous suivent d'avoir la culture, la connaissance et le savoir sur ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes ici pour décrypter la situation et moi, je ne saurais pas évoquer le bilan du président Tshisekedi sans pour autant parler du contexte dans lequel il a pris le pouvoir. Puisque la RDC... Donc, vous avez la parole, allez-y, commencez par, je ne sais pas, vous voulez commencer par où, et avant de nous amener à la fin de votre conclusion et la note qui mérite d'être donnée ce soir à Félix Tshisekedi par rapport à ses 4 ans au pouvoir. Allez-y, vous avez la parole. Oui, je considère que c'est important pour notre population, c'est important pour notre public, pour le respect que nous avons pour notre public, pour notre population, d'être honnête scientifiquement et de planter d'abord le décor, d'expliquer d'abord le contexte dans lequel les élections du 30 décembre 2018 ont eu lieu. La RDC n'était pas un pays normal ou une démocratie normale comme les États-Unis, la France, l'Australie, l'Angleterre ou des pays de vieilles traditions démocratiques ou même en Afrique, où vous avez les pays comme l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Botswana. Pourquoi j'évoque ces pays? Puisque ces pays ont des systèmes démocratiques et administratifs déjà mis en place de sorte que quand un président est élu, qu'il fait l'investiture, il fait la remise et reprise avec le président sortant, automatiquement, ce nouveau président qui entre en fonction récupère l'impérium, puisque c'est l'impérium qui permet à un président de la République, dans le cas par exemple de la RDC, le chef de l'État qui est la clé de voûte du bon fonctionnement des institutions. Lorsqu'il a l'impérium, comme dans le cas des pays que j'évoque, automatiquement, il se met au travail et il commence à appliquer les promesses qu'il avait promises, les promesses qu'il avait faites à la population pendant la campagne. En RDC, la première grosse différence, peut-être quelque chose auquel les gens ne font pas attention ou ils les refusent délibérément de regarder en face, c'est le fait que
Tshisekedi a pris le pouvoir 62 ans après des régimes militaires et des régimes des rebelles qui se sont succédés à la tête du pays. C'est-à-dire, depuis septembre 1960, le président Mobutu a fait le premier coup d'État et en 1965, en novembre 1965, le président Mobutu a fait un deuxième coup d'État en tant que militaire. Donc, il a renversé les régimes civils qui étaient là. En 1997, Laurent Désiré Kabila est venu au pouvoir à la suite d'un mouvement que lui-même a qualifié plus tard de conglomérat d'aventuriers de tous bords et de toute espèce. Un mouvement qui était formé par le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays de la sous-région en complicité avec le multinational et les grandes puissances au niveau international. Tous ces gens, le président Mobutu a pris le pouvoir à l'époque de la guerre froide. Donc, il était installé au pouvoir par les puissances occidentales qui avaient d'autres agendas différents des agendas des Congolais, puisque les Congolais avaient élu Kasavubu et Lumumba. Vous voyez. Alors, 62 ans après, le président Félix Tshisekedi est élu et il va devenir le premier président civil venu d'un parti qui a mené un combat politique sans une branche armée. Je rappelle ici que l'Afrique du Sud, le combat de l'Afrique du Sud avec l'ANC avait un mouvement armé. Je rappelle ici que la ZANU-PF au Zimbabwe avait un mouvement armé. Je rappelle ici que le parti d'Eduardo Santos en Angola avait un mouvement armé. Seul l'UDPS, sur l'histoire du continent, l'UDPS n'avait pas de groupe armé. Donc l'UDPS a mené un combat purement démocratique et environ 40 ans après, Félix Tshisekedi arrive au pouvoir dans ce contexte-là. On lui donne le président Joseph Kabila, qui lui vient aussi de ces groupes armés, puisque n'oublions pas que Joseph Kabila vient de l'AFDEL, c'est un ancien militaire, pour ne pas dire un ancien soldat. Le président Joseph Kabila transmet le pouvoir, comme on avait dit à l'époque, de manière civilisée, de manière pacifique. Et vous voyez bien que dans le modus operandi du transfèrement de pouvoir, il y a le mot transfert pacifique. C'est quelque chose qui n'existe pas dans d'autres pays. On ne parle pas du transfert pacifique. On parle tout simplement de la passation de pouvoir, puisque d'autres pays se sont dotés de lois auxquelles tout le monde se plie. C'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, aux États-Unis, Donald Trump est poursuivi pour avoir tenté de s'opposer, pour avoir tenté de résister au transfert du pouvoir aux États-Unis aujourd'hui. Refuser les résultats, de saboter les institutions à l'époque, oui. Exactement. Et Félix Tshisekedi prend le pouvoir, mais il n'a pas l'impérium. Pourquoi il n'a pas l'impérium? Tout simplement puisque l'ancien président a décidé de garder la territoriale, l'ensemble de la territoriale. Il a décidé de garder les 2 chambres du Parlement. Il a décidé de garder les entreprises de l'État. Il a décidé de garder les services de renseignement. Il a décidé de garder les ministères régaliens. Dans ce contexte-là, Félix Tshisekedi n'a pas les moyens de l'État. Puisque quand le nouveau président prend le pouvoir dans un régime semi-présidentiel comme le nôtre, bien qu'il y a le principe de séparation de pouvoir de Montesquieu, mais le président de la République est la clé de voûte du bon fonctionnement des institutions. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait cohésion de pouvoir d'État entre les différentes institutions dont le président de la République est le garant. Puisque le président de la République est la seule personne, la seule personnalité, le seul individu dans l'attelage de la République qui est en même temps une institution. Ici, vous avez un président de la République qui prend le pouvoir, mais qui n'a pas d'autres maillons de pouvoir, qui n'a pas l'impérium. Par conséquent, il ne peut pas exécuter son programme de campagne. Qu'est-ce qu'il fait? Le président Félix Tshisekedi a été qualifié de marionnette. Il a été qualifié de valets, les valets de Kabila, les marionnettes de Kagame, la marionnette de Kagame.
le président sans pouvoir, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que le président fait? Il met en place une stratégie. Son combat pour ces premiers jours, ces premières années au pouvoir, n'était pas d'exécuter le programme de campagne, n'était pas d'exécuter, puisque pour faire le bilan aujourd'hui, HK, nous devons d'abord nous mettre d'accord sur les objectifs qu'on poursuit. Parce que si vous ne connaissez pas les objectifs que l'institution ou l'animateur des institutions poursuit, vous faites une analyse biaisée, vous faites une mauvaise analyse. Donc moi, en tant qu'observateur, je constate ici, et je pense que la plupart des Congolais seront d'accord avec moi, que l'objectif maintenant du président Félix Tshisekedi n'était pas d'appliquer ses promesses de campagne, mais c'était de se battre pour récupérer l'impérium. Je veux préférer une digression. Lorsque Mao Tse-tung est décédé en 1976, la personne qui l'a remplacé s'appelle Deng Xiaoping. Deng Xiaoping venait du même parti politique que Mao Tse-tung, le parti communiste chinois. Il était le dauphin de Mao Tse-tung. Alors, c'est-à-dire qu'il était préparé à prendre le pouvoir et à continuer le projet de société de Mao Tse-tung. Mais il y avait tellement de problèmes avec tout ce qui s'est passé avec les Occidentaux, avec la confiscation de Hong Kong par les Britanniques, que Deng Xiaoping a mis 2 ans avant de commencer à appliquer son programme. Vous prenez le cas de l'Angola, en Afrique. Lorenzo, c'est un général d'armée à la retraite, du même bord politique que l'ancien président Eduardo dos Santos. Alors, Eduardo Lorenzo était aussi préparé comme dauphin d'Eduardo dos Santos. Mais il lui a fallu 2 ans pour commencer à exécuter son programme, son projet de société. Alors, si vous comparez avec le cas de Félix Tshisekedi, qui prend le pouvoir, qui n'est pas du même bord politique que le président Kabila, Félix Tshisekedi qui n'était pas membre du FCC, Félix Tshisekedi qui n'était pas un ancien militaire, il fait 4 ans. Vous comparez aux 2 ans de personnes à qui les chefs de leur parti ont transféré le pouvoir, qui ont mis 2 ans, puisque même Lorenzo a eu des difficultés en Angola. Deng Xiaoping a eu des difficultés en Chine. Donc, pour moi, je constate que si j'analyse aujourd'hui le fait que le président Félix Tshisekedi a su renverser l'ordre ancien du point de vue institutionnel, le FCC n'a plus le contrôle du Parlement, le FCC n'a plus le contrôle de la territoriale, le FCC n'a plus le contrôle des services de renseignement, le FCC n'a plus le contrôle des généraux, de l'armée, de la police. De l'armée tout entière, oui. De l'armée tout entière. Le FCC n'a plus les ministères régaliens. Puisque, HK, rappelez-vous que même le ministère des Finances, le ministère de la Justice était entre les mains du FCC, entre les mains de l'ancien président Kabila, qui est censé se mettre en retrait du pouvoir, puisqu'il y a une loi qui protège l'ancien président et qui lui confère des privilèges. Donc, je me rappelle par rapport à ce que vous dites, quand Tshisekedi a pensé gérer ou changer l'équipe de la garde républicaine, il a fait une ordonnance qu'il a envoyée chez Ilunkamba à l'époque pour qu'elle soit contresignée. Ilunkamba prend cette ordonnance, amène à Kingakati. Kingakati lui dit, va dire à Tshisekedi, il peut toucher à tout sauf à la garde républicaine. 10 jours après, la présidence appelle Ilunkamba pour lui dire, est-ce que nous pouvons recevoir cette ordonnance et la publier? Ilunkamba enferme encore l'ordonnance et envoie à Tshisekedi sans sa signature. On lui dit, Kingakati m'a demandé de ne pas apposer ma signature sur cette ordonnance. Vous n'avez pas ni droit ni qualité de pouvoir changer la garde républicaine. Et Tshisekedi avait... c'est les jours où Tshisekedi a compris qu'il n'a pas les pouvoirs, ni sur les institutions, ni sur l'armée qui gardait un peu l'institution présidence. Donc voilà un peu, juste pour parachever, compléter ce que vous dites. Alors, maintenant, merci pour avoir détaillé cette situation, puisque nous faisons les bilans sans comprendre tout ça. Alors, vous dites que le fait de changer
la manière dont les institutions évoluaient, qui étaient pour les comptes du FCC, et maintenant, toutes les institutions ont basculé sur les pouvoirs de Tshisekedi. C'est donc une première victoire. Ça entre dans les bilans de Tshisekedi. C'est ça que vous voulez nous dire? C'est la plus grosse victoire, puisque sans ce pouvoir régalien, vous ne pouvez pas prendre des décisions d'État, vous ne pouvez pas imposer le pouvoir coercitif de l'État, puisque quand vous prenez des décisions au sein du gouvernement, vous en tant que chef de l'exécutif, et que c'est vous, rappelez-vous, HK, que le premier ministre actuel, Sama Lukonde, fut nommé DG de la GECAMINE par le président Tshisekedi, et cette ordonnance n'était pas exécutée par le ministre du portefeuille pendant toute une année. Et il n'était pas le seul. Il y avait plusieurs ordonnances comme ça qui étaient prises par... Il y avait même les vieux Kyungwa comment ça? Paix à Oui, son âme, qui étaient aussi bloqués. On a refusé de mettre en application l'ordonnance présidentielle. oui, il y avait plusieurs ordonnances comme ça. Il y a eu la nomination des magistrats, il y a eu la nomination même des généraux militaires. Je me rappelle un politologue, le professeur Bob Kabamba, pour ne pas citer son nom, puisque lui au moins, j'essaie de le retracer, puisqu'il est professeur à l'université de Liège en Belgique. Donc, il a la légitimité de parler en tant que politologue, puisque nous pouvons, si nous ne sommes pas contents, nous référer à son université. Je me rappelle que Bob Kabamba avait dit que Félix Tshisekedi n'avait pas le pouvoir de limoger le général John Numbi. Vous voyez un professeur assez haut niveau des responsabilités scientifiques, puisque lui, il est pro-FCC. Pour faire peur à la population, lui, il a dit que John Numbi était le véritable, je parle du général John Numbi, qui était l'ancien inspecteur général des forces armées congolaises. Le professeur Bob Kabamba bras droit de Joseph Kabila, il faut rappeler bras aussi droit de l'ancien président Joseph Kabila, le professeur Bob Kabamba a dit, je ne parle pas au conditionnel, il a dit sur les médias que Félix Tshisekedi ne pouvait en aucun cas avoir le pouvoir de limoger John Numbi. Puisque, d'après le professeur, l'analyste, le politologue, le professeur en sciences politiques, Bob Kabamba, John Numbi était le véritable chef de cette armée. Et pourtant, la Constitution, dont le professeur Bob Kabamba fait partie des rédacteurs, dit clairement que le président de la République est le commandant suprême des forces armées. Vous voyez? Donc, sans ce pouvoir régalien, Félix Tshisekedi ne pouvait pas exécuter les promesses de campagne. Donc, pour moi, la première victoire de Félix Tshisekedi, c'est d'abord lui-même en tant que civil, en tant que responsable d'un parti politique d'opposition qui a basé la méthode de sa lutte sur les principes de démocratie et de non-violence, le fait que Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir 62 ans après le pouvoir des militaires et des rebelles, c'est la première victoire. La deuxième victoire, c'est le fait qu'il a réussi à renverser la forteresse, l'architecture politique mise en place par le FCC pour se donner les moyens d'exécuter les promesses de campagne. C'est la deuxième victoire et ça lui a pris 4 ans. Alors qu'on a vu que les autres, ça leur a pris 2 ans, alors qu'il n'y avait pas de contradiction du point de vue institutionnel avec les précédents, les anciens chefs d'État qui leur avaient transféré le pouvoir. Donc pour moi, je considère que c'est la première victoire. Mais avant de progresser à HK, j'aimerais dire un petit mot, puisqu'il y a des gens qui parlent souvent du parcours politique de Félix Tshisekedi. J'aimerais dire un petit mot là-dessus. Oui, allez-y. Nous avons 3 écoles. Nous avons 3 grandes écoles dans le monde. La première école, c'est l'école traditionnelle, c'est-à-dire, du point de vue politique, une personne qui va étudier les sciences politiques et toutes les autres disciplines apparentées, telles que le droit,
la philosophie, ainsi de suite. Obtient son diplôme à l'université et vient dans le monde politique. La deuxième école, c'est l'entreprise, ou soit dans le cadre politique, le parti politique. C'est-à-dire, une autre personne peut être formée au sein d'une entreprise ou au sein d'un parti politique, gravir les échelons. La troisième école, grande école, est reconnue dans le monde, c'est la famille. C'est-à-dire, vous avez des personnes qui naissent dans des familles où il y a des traditions de l'entreprise. On vous dit que le papa était boulanger, l'arrière-grand-père était boulanger, le père était boulanger, le fils est boulanger. Cette culture, cette formation se transmet de génération en génération. J'aimerais dire ici aux Congolais qu'en ce qui concerne les études, en ce qui concerne les formations, il faut arrêter de penser qu'aujourd'hui, l'école est le seul canal de connaissances. Il y a plusieurs canaux aujourd'hui qui permettent aux gens d'avoir des connaissances. J'aimerais dire aux Congolais ici qu'il y a certaines familles dans le monde qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, puisque tout simplement, ils peuvent apprendre à la maison. Ils peuvent apprendre à travers d'autres canaux. Donc, il faut arrêter d'avoir une vision bornée du monde. Le monde est devenu un village planétaire. Il faut essayer de regarder ailleurs. Il y a des savants aujourd'hui qui ne sont pas allés dans des écoles normales, mais qui sont des savants reconnus et qui sont des ministres, qui sont même des chefs d'État. On peut faire une émission un jour. Puisque j'ai vu, il y a certains Congolais, j'ai même vu un Congolais comparer Félix Tshisekedi à Chaka Congo, qui fait les théâtres, comment on l'appelle. Donc, c'est comme si Tshisekedi, c'est une pourriture en politique, il ne connaît rien. Mais par rapport à ce que vous dites là, ça me donne une idée encore pour dire comment vous appréciez ces choses et ces personnes même, puisque je ne sais pas si vous avez suivi aussi ce que je suis en train de dire. Vous l'avez suivi quelque part? Bon, je ne l'ai pas suivi, mais le problème, tout simplement, c'est un problème d'ignorance. Puisque vous avez un pays où les gens font l'apologie, ils font le culte du Donc diplôme. À vous entendre, vous dites que Félix Tshisekedi a été bien préparé et rodé en politique. Et il mérite là où il est. Parce que Félix Tshisekedi a été formé par deux grandes écoles. Il a été formé au sein de l'entreprise, l'UDPS, que je considère comme une entreprise, puisque nous parlons dans le cadre politique. Et vous allez vous rendre compte que 80% des élites politiques congolaises, après l'indépendance, sont formées par Étienne Tshisekedi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Guillaume Mandiolo, qui est un kabiliste idéologue, qui l'a dit dans un de ses ouvrages. Guillaume Mandiolo est encore là, l'ancien ministre. Maître Guillaume Mandiolo, c'est lui qui l'a dit. Il dit que 80% de nos acteurs politiques sont formés par Étienne Tshisekedi. Vous avez Emmanuel Shadari, qui est un ancien président sectionnaire. Vous avez quand vous regardez F. Bazaïba qui fut une ancienne secrétaire générale de l'UDPS, qui a commencé sa carrière en tant que membre simple, militante, et ainsi de suite. Vous avez, quand vous regardez la configuration de la classe politique, que ce soit dans l'opposition, Martin Fayulu, qui se réclame être un fils idéologique d'Étienne Tshisekedi, et vous avez beaucoup de députés au Parlement qui se réclament comme étant des fils idéologiques. Les Franck Diongo et les autres. Ok, alors évoluons. Maintenant, parlons de ses réalisations. Il s'est distingué d'abord dans la récupération de son impérium, ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut lui donner encore une note? Qu'est-ce qu'il a pu faire après avoir eu cette... Parce que les Congolais ne voient pas les Français que nous parlons ici. Allons sur le plan concret du bilan de Félix Tshisekedi. Par rapport à ce que je vous ai présenté, nous allons rester dans la logique des choses. Alors, quel est le bilan que vous établissez par rapport... D'abord, vous voulez qu'on parte par secteur ou vous faites ça d'une manière générale? La sécurité. Commençons par la sécurité. Sécurité. Oui. Puisque la sécurité était une des grosses promesses de Félix Tshisekedi, puisqu'il a dit, si je n'arrive pas à pacifier l'Est de la RDC, je ne me sentirai pas comme étant un président. C'est ce qu'il avait dit. Alors, 4 ans après,
quel est le bilan qu'on peut faire aujourd'hui sur le plan sécuritaire? Moi, je suis ici sans état d'âme et je veux le dire en toute transparence et on pourra même organiser des débats contradictoires. Vous êtes libre. Aujourd'hui, vous êtes libre. Sentez-vous libre. Je vais recevoir d'autres personnes qui pourront peut-être vous contredire. Donc, ne vous en faites pas. Allez-y, c'est vous qui avez la parole. Oui. Oui. Sur le plan sécuritaire, nous avons le Félix Tshisekedi hérite d'une armée infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Vous savez, il ne faut pas oublier que l'armée actuelle que nous avons a été formée par les Rwandais. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en 1997, quand l'AFDEL a pris le pouvoir, les anciens militaires formés par Mobutu étaient écartés de l'armée. Tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait. Les généraux, ça c'est vrai. Tous les généraux sont partis, même oui, en tout cas, cette armée-là de 97 n'a pas inclus tous les autres militaires de l'armée, de la phase Force armée zaïroise de l'époque, oui. Oui, l'armée qui était formée à l'époque, ils étaient soit internés à Kitona où ils subissaient des maltraitances, des tortures morales, des sévices corporels. Et vous avez vu que lorsque le RCD va éclater, l'avion va partir de l'Est jusqu'à Kitona pour récupérer ces militaires, leur dire Laurent Désiré Kabila ne vous a pas aimé, nous vous aimons, venez combattre. Et il y a eu une partie de ces militaires, après qu'ils se sont retrouvés dans les MLC qui étaient soutenus par l'Ouganda, une partie qui s'est retrouvée dans le RCD, ainsi de suite. Donc, on a un Rwandais, James Kabarebe, qui était chef de cette armée. On parle de James Kabarebe, mais la personne qui a créé la DEMIAP, les services de renseignement militaire, c'est un Ougandais, un officier ougandais que je connais bien, qui a créé les services de renseignement militaire. Donc, les renseignements militaires étaient entre les mains des Ougandais, l'armée des terres, l'armée de l'air, ainsi de suite, entre les mains des Rwandais, et toute l'armée était dirigée par un général rwandais, James Kabarebe, qui est après rentré au Rwanda. Tshisekedi prend le pouvoir. Donc, pour vous dire que, vous voulez dire que l'armée que nous avons aujourd'hui a été le fruit des deux pays, l'Ouganda et les Rwanda. Exactement. C'est ça l'armée que Tshisekedi a hérité où il y a eu des transformations. C'est ça l'armée que Tshisekedi a hérité et c'est là, cette armée a été formée pendant plus de 20 ans par les Ougandais et par les Rwandais. Pourquoi j'ai dit ça? Puisque même après la rupture entre Laurent Désiré Kabila et le Rwandais et les Ougandais, qu'est-ce qui s'est passé après? Laurent Désiré Kabila, devant son intransigeance, il a été tué et Joseph Kabila a permis que les différents mouvements rebelles qui se constituaient, leurs hommes soient intégrés, soient jetés dans cette armée. C'est ce qu'on appelait les brassages. Moi, j'ai des amis militaires qui sont allés au fond, dans le fond, et qui, pendant qu'ils étaient au combat, pendant qu'ils étaient au fond, leur propre chef livrait les territoires aux rebelles. C'est-à-dire que l'armée que nous avons aujourd'hui, il ne faut pas avoir l'émotion. L'armée que nous avons aujourd'hui est une armée de Rwandais et des Ougandais. Si aujourd'hui, comme la plupart des Congolais les réclament, on déclenchait la guerre contre le Rwanda aujourd'hui, ou même contre le M23 aujourd'hui, vous allez voir que toutes les troupes qui sont en RDC, en commençant par les troupes qui sont au sein de la MONUSCO, et les différentes armées, l'armée ougandaise, l'armée burundaise, l'armée kenyane qui sont au Congo, vont se retourner contre les FARDC pour faire bloc avec l'armée rwandaise et combattre les FARDC. Nous n'allons pas remporter cette guerre sur le plan militaire dans le contexte actuel. C'est pour cela, Félix Tshisekedi, connaissant, puisque lui, il a l'information que tous ces Congolais qui parlent non pas, il est le président de la République, il a les renseignements dans ses mains. Vous savez, dernièrement, quand j'étais en France, à Paris, j'ai discuté avec un ancien officier de l'armée française. Je lui ai posé la question de savoir
pourquoi la France préfère le Rwanda à la RDC. L'officier français blanc m'a dit tout simplement que je pense que la France a plus à gagner avec le Rwanda qu'avec la RDC. C'est-à-dire, aujourd'hui, la conviction des puissances occidentales, la conviction des peuples, des opinions publiques en France, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, aujourd'hui, c'est que le Rwanda est dans le bon. Le Rwanda est un bon pays, un pays bien dirigé, un pays victime de sa race, le Tutsi, ainsi de suite. Il faut soutenir le Rwanda. Aujourd'hui, si Tshisekedi commet l'erreur de déclencher la guerre contre le Rwanda, la RDC ne va pas gagner cette guerre. Pourquoi? Puisque nous avons d'une part des officiers et des militaires rwandais ou d'autres Congolais inféodés par le Rwandais, puisque vous avez des colonels qui ne savent ni lire ni écrire, vous avez des généraux qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui les sont devenus par la volonté des Rwandais, par la volonté des Ougandais. Ils ne vont pas combattre en faveur de la RDC. Vous avez toutes ces armées, ces différentes armées des pays voisins ne vont pas combattre pour la RDC. Ils vont combattre aux côtés des Rwandais. C'est pourquoi... Une question. Oui. Félix Tshisekedi était au courant de tout ça. Pourquoi déclarer... Félix Tshisekedi est au courant de tout ça, c'est pour cela qu'il ne s'engage pas sur la logique militaire. Il s'engage sur la logique diplomatique. Pourquoi? Puisque avec la logique diplomatique, nous allons gagner cette guerre. La RDC va gagner cette guerre. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on commence à avoir des résultats. On commence à avoir les résultats. On commence aujourd'hui à avoir des pays qui ne condamnaient pas, qui condamnent. Sauf que nous allons partir d'une étape à une autre. Nous n'allons pas nous limiter aux condamnations. Lorsque nous avons réussi avec... Oui. Quelle note nous lui donnons? On peut dire ici quelle note on lui donne sur le plan militaire sur 10. Puisque là, il a encore... Bon, il est en train de réformer l'armée, même s'il n'est pas en mesure de réussir ou de gagner une guerre s'il la déclare ainsi face au Rwanda. Est-ce qu'il a réussi? Sur le plan sécuritaire, vous savez qu'il y avait le défi... Pardon? 4 ans après, est-ce qu'il a réussi ou il n'a pas réussi? On passe à autre chose. Sur le plan sécuritaire, le président Félix Tshisekedi a maintenu la cohésion puisque sur le plan sécuritaire, il ne faut pas voir seulement la guerre à l'Est. Il faut voir aussi qu'il y avait un défi. Félix Tshisekedi a pris le pouvoir dans les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir. Il y avait un défi de maintenir la cohésion sur l'ensemble du territoire national, maintenir le peuple congolais uni, maintenir l'intégrité territoriale et lutter pour pacifier l'Est de la RDC. Du point de vue de la cohésion nationale, du point de vue de l'intégrité territoriale, c'est une réussite pour moi, une grande réussite pour moi, puisque le président, vous voyez, lorsqu'il y a des grands enjeux, tout le monde dit, que ce soit les opposants ou ceux qui soutiennent Tshisekedi, tout le monde dit il faut que le président fasse quelque chose. C'est une reconnaissance, c'est la légitimité, c'est le fait que tous les Congolais se reconnaissent, même ceux qui critiquent Félix Tshisekedi, c'est puisqu'ils le reconnaissent comme président, ils veulent qu'il puisse aller de l'avant, qu'il puisse faire davantage par rapport à ce qu'il fait. Donc, sur le plan sécuritaire, pour moi, le président a réussi en maintenant cette cohésion et il va réussir à pacifier l'Est de la RDC, mais il faut lui donner du temps de réformer l'armée, créer une nouvelle. Il nous faut une nouvelle armée, mes frères et sœurs. Donc, est-ce que vous croyez qu'il pourra changer cette armée, extirper tous les mauvais, les virus, disons, les autres militaires des autres nationalités, notamment des Burundais, des Rwandais, et rester avec une armée tamisée, une armée congolaise? Est-ce que vous savez que c'est facile? Une armée normale partout dans le monde n'est pas dirigée par les généraux. Une armée normale dans le monde est dirigée par les adjudants, les sous-lieutenants, les lieutenants, le capitaine. Et c'est ce que Félix Tshisekedi est en train de faire maintenant. Vous savez la durée
des formations des hommes de troupes, c'est 3 mois. Donc, une formation militaire normale dure entre 3 mois et 6 mois. Vous avez les hommes de troupes bien formés et quand vous avez la formation des officiers, vous avez par exemple des universitaires, des personnes qui ont des diplômes de graduats, des licences, etc., qui s'enrôlent dans l'armée. Ces personnes sont formées 6 mois après et ils obtiennent le grade de sous-officiers et ce sont les sous-officiers qui auront les commandements des opérations sur les différents fronts. Et à ce moment-là, l'armée que nous avons aujourd'hui, qui nous cause des problèmes, va disparaître au profit de la nouvelle armée et on aura la possibilité, si on s'engage dans des combats contre une armée étrangère, tout le monde va nous respecter, le Rwanda va nous respecter, puisqu'on aura l'avantage. On aura plusieurs avantages. L'un des avantages qu'on aura, c'est d'avoir une nouvelle armée patriotique, aguerrie, bien formée, des Congolais, qui est dirigée à partir de Kinshasa, à partir du pays. Et le deuxième avantage que nous aurons, c'est d'avoir une armée en symbiose avec sa population, puisque les Congolais ne veulent pas de la balkanisation. C'est ça le problème. C'est ça la difficulté. Oui, je comprends. Donc, on peut considérer pour ces premiers sujets que le verre est à moitié plein. Alors, on évolue, peut-être vous aurez un commentaire à ajouter là-dessus. Évoluons sur le plan bonne gouvernance ou état des droits, lequel vous allez prendre et rapidement établir un bilan. Je veux commencer par l'homme. Je veux qu'on commence par l'homme. Allons-y. Oui. Par l'homme, j'ai dit que le président Félix Tshisekedi a eu le courage de lancer la gratuité de l'enseignement. Vous savez, la gratuité de l'enseignement poursuit 3 objectifs. C'est-à-dire la gratuité de l'enseignement. Ici, on parle de l'enseignement fondamental ou bien l'enseignement de base. C'est l'école primaire. Pourquoi la Constitution exige que l'école primaire soit gratuite et obligatoire? C'est puisqu'il y a 3 choses qu'il faut faire. L'enfant qui finit l'école primaire doit savoir lire, écrire et compter. Et une personne qui sait faire ces 3 opérations peut s'en sortir en faisant par exemple le commerce, en s'orientant dans n'importe quel métier. Vous savez, les Congolais doivent savoir que les pays qui se développent ne sont pas des pays de diplômés universitaires. Quand vous regardez le meilleur modèle des pays développés dans le monde, l'Australie maintient la croissance, l'Australie résiste, que ce soit à la crise financière mondiale de 2009, que ce soit Covid-19, vous savez que l'Australie a créé une économie qu'on appelle Covid-19. C'est une nouvelle économie en Australie. Quand vous regardez un pays comme l'Australie, les enfants commencent à travailler à l'âge de 14 ans et 15 ans. Pourquoi? Puisqu'ils ont fait bien leur école primaire. Donc, le combat dans le monde, c'est d'avoir une jeunesse bien formée au niveau de l'école primaire. Puisque l'école primaire, c'est la base, c'est la fondation. Et Félix Tshisekedi a eu le courage de lancer la formation gratuite et cette opération est soutenue par tout le monde. Aujourd'hui, on a 10 millions d'enfants qui étaient exclus du système éducatif, qui sont rentrés à l'école. Et cela va avoir un impact même sur le plan sécuritaire. Pourquoi on a des groupes armés? On a des groupes armés à cause de l'analphabétisme et l'illettrisme, puisqu'on a des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, mais à qui on promet que vous allez devenir des généraux, vous allez devenir des ministres. Donc, le fait d'investir dans le capital humain à partir de la base permettra qu'on puisse avoir ce qu'on appelle en économie les effets multiplicateurs, les effets indus sur les secteurs économiques, sur les secteurs de développement et même sur les secteurs sécuritaires. Donc, à ce titre-là, moi, je donne 10 sur 10 au président Félix Tshisekedi, puisque moi, je suis partisan de l'investissement dans le capital humain. On ne peut pas investir dans le capital humain en excluant des millions d'enfants du système éducatif. D'accord. Là, c'est clair. On passe au secteur suivant. Oui. C'est l'économie ou la bonne gouvernance? La bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Bonne gouvernance. Est-ce qu'il a réussi 4 ans après? Vous savez pourquoi aujourd'hui les gens ont l'impression
que les détournements continuent, ou soit les gens ont l'impression qu'il y a plus de détournements qu'avant, puisqu'il y a ce qu'on appelle la transparence et la redevabilité. Ce sont deux principes fondamentaux dans la gestion des affaires publiques. C'est-à-dire, quand vous gérez les affaires publiques, vous êtes ministre, vous êtes chef d'entreprise, du portefeuille, vous êtes soumis à ces deux principes fondamentaux. Ce sont des principes élémentaires, des principes de base. La transparence dans la gestion et la redevabilité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve que Félix Tshisekedi est dans la logique des deux principaux, comment dirais-je, principes, deux principes de la bonne gouvernance, excusez-moi pour la tautologie. Est-ce que Tshisekedi est dans cette logique-là? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est dans cette logique-là? Tshisekedi est dans cette logique-là, puisque aujourd'hui, lorsqu'il y a des détournements, nous sommes au courant, nous sommes informés. Ce qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que vous savez que les gens qui s'enrichissent de manière illicite, les gens qui s'enrichissent en volant, en détournant les deniers publics, ils le font en secret, puisqu'ils ne veulent pas des yeux et des oreilles indiscrets. Ils le font en secret. C'est pour cela, pendant toutes ces années passées, on a vu l'ancien conseiller du chef de l'État, Luzolo Bambi, qui a dit que la RDC perdait 15 milliards de dollars. Mais ce que les gens ne savent pas peut-être, c'est quoi? Luzolo Bambi était d'abord ministre de la Justice. Quand il était ministre de la Justice, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que la RDC perdait 15 milliards de dollars. Moi, j'ai fait un article sur Luzolo Bambi. Luzolo Bambi, par exemple, moi, je sais que Luzolo Bambi ne payait pas quand il était ministre, même quand il était conseiller du président de la République, il ne payait pas les impôts, il ne payait pas les taxes. Par exemple, quand il était ministre de la Justice, il avait le pouvoir coercitif. En tant que ministre de la Justice, en tant que gestionnaire du secteur de la justice, il pouvait réprimer ces infractions-là à travers les parquets, à travers les tribunaux. Il ne l'a pas fait. Quand il est devenu conseiller, un conseiller du président de la République n'a pas de pouvoir coercitif, puisqu'il n'est pas un gestionnaire, il n'est pas un mandataire. Mais Luzolo Bambi a amusé la galerie en nous disant qu'on perdait 15 milliards de dollars pendant qu'il n'avait plus le pouvoir. Quand il avait le pouvoir, il ne l'a pas dit. Et vous avez vu que personne ne l'a pas suivi. Les rapports de Luzolo Bambi, à l'époque, on n'a pas révélé les noms des personnes qui détournaient, les personnes qui occasionnaient ces fuites-là des capitaux. On a caché soigneusement leur nom. Donc, on a fait un truc populiste pour dire tout simplement à la population qu'on perdait 15 milliards, mais on n'a pas publié les noms. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, Tshisekedi est dans la logique de la transparence, il est dans la logique de la redevabilité, puisque aujourd'hui, le peuple congolais est en mesure de connaître les détourneurs. Aujourd'hui, le peuple congolais est en mesure de demander des comptes. Mais il faut pas s'arrêter à ce niveau-là. Il faut faire plus. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens qui partent en prison, qui sortent. Vous savez, la liberté, c'est un principe. Un voleur qui part en prison, un assassin qui part en prison, a la vocation de recouvrer sa liberté. Puisque en droit, la liberté, c'est la règle. La détention, il y a des pays où il n'y a pas de prison, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la Chine est en train de fermer toutes ses prisons. La plupart des personnes des Chinois que vous voyez qui travaillent dans le monde ce sont des prisonniers, ce sont des personnes condamnées en Chine. La Chine s'est dit, en les gardant en prison, l'État va dépenser de l'argent. Laissons-les aller travailler, qu'ils payent à travers... Mais on ne va pas copier les modèles de la Chine tout de suite. On ne va pas copier les modèles. Les Chinois viennent de trop loin. On ne va pas copier leur modèle. On ne va pas copier le modèle de la Chine. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est quoi? Il nous faut une opinion publique critique. Il nous faut des médias intelligents, bien formés. Il nous faut des associations de Congolais intelligents, bien formés, pour faire le contrepoids de pouvoir public.
lorsque ce n'est pas le président de la République qui va mettre les gens en prison, puisque là, il y a le principe de la séparation de pouvoir qui s'applique. Vous voyez que chaque fois quand on poursuit les gens pour détournement, vous voyez qu'il y a des ONG des droits de l'homme, il y a des partis politiques qui disent qu'on les poursuit puisqu'ils sont des candidats à la présidence de la République. Vous voyez, on vous dit qu'on les poursuit puisqu'ils veulent remplacer Tshisekedi. Donc, il y a cette mentalité qu'il faut changer. Au niveau de l'appareil judiciaire, il y a une partie du travail qui doit être fait par le gouvernement sous la houlette du chef de l'État, mais il y a une partie du travail qui doit être fait par l'opinion publique, par les médias, par la jeunesse, puisque... Alors, oui. Alors, en conclusion, à ce niveau de la bonne gouvernance, quelle note vous lui donnez? Je lui donne 6 sur 10, tout simplement, puisque si on est informé de ce qui se passe, on peut exiger. Vous savez, Tshisekedi avait dit qu'il va confier la justice aux personnes intègres. Après, à l'époque, il a nommé un ministre de la Justice qui, au lieu de travailler pour la République, voulait travailler pour un parti politique. Je parle d'Ntunda Wakasenda. Après, il a été limogé. Aujourd'hui, on a confié le pouvoir à une femme, à une ancienne magistrate chevronnée. Il faut que le citoyen soit capable de suivre son travail pour savoir si les citoyens peuvent sanctionner s'ils suivent, s'ils ne sont pas dans... Il y a quelque chose. Moi, bémol Morizana, ce n'est pas... C'est à la personne qui a nommé cette dame ministre ou cet homme ministre de pouvoir l'évaluer. La population peut évaluer en amont, en aval, lui-même qui a nommé cette personne a le devoir de vérifier si réellement la personne lui fait un travail pour lequel il l'a mis de l'autre côté. Ça, c'est autre chose. Mais toute la responsabilité ne peut pas revenir à la population. Alors, prenons, vous avez déjà noté ici je peux dire la un bonne petit gouvernance. mot là-dessus pour qu'on passe à Allez-y. Ça dépend du système de gouvernance qu'on choisit. Au Canada, par exemple, pour réfectionner le route de votre quartier, il faut que vous puissiez informer la mairie qu'il y a des trous dans votre quartier. Même si le maire passe par là, si vous n'informez pas, ça ne sera jamais réfectionné au Canada. Vous voyez? Il y a aussi les téléspectateurs qui sont en train de côté aussi. Donc la population Oui. la population a le droit et le devoir de suivre aussi. Je ne dis pas que la tâche incombe à la population, mais une population mûre, une population cultivée, intelligente, peut pousser les décideurs à prendre des décisions en faveur de l'intérêt public. Mais ici, je dois souligner aussi un élément très important. On est en train de voir certains accords publiés, alors que pendant le temps des 18 ans, on ne connaissait pas qu'est-ce que tel ou tel accord signé avec tel ou tel autre partenaire disait quoi. Et ça, c'est quand même quelque chose. Je l'ai vu avec les ministres de l'économie publier un accord. Je l'ai vu avec même l'accord dernièrement signé avec Dan Gettler. J'ai vu les contenus publiés, ce qui est quand même une très bonne chose dans la transparence, qui est un des piliers de la bonne gouvernance. Donc, entamons droit de l'homme. Non, état des droits. Oui, état de droit aujourd'hui, quand Tshisekedi a pris le pouvoir, il a libéré tous les prisonniers politiques. On n'a pas de prisonniers politiques en RDC. Aujourd'hui, on n'a pas de journalistes emprisonnés en RDC. Les droits de l'homme, d'ailleurs, moi, je trouve qu'il y a excès de libertinage. Donc, non, mais il y a un monsieur du PPRD qui est là. Il y a l'autre qui avait dit qu'il fallait que Tshisekedi Betayembouma, qui est là, comment il s'appelle? Il est en prison. Il y a quand même 2 ou 3 prisonniers politiques. Bon, enfin, prisonniers d'opinion politique. Bon, est-ce qu'ils sont des prisonniers d'opinion? Quelqu'un qui dit... Vous savez, HK, quand vous prenez une arme, donc vous prenez un couteau, vous pointez sur quelqu'un comme ça, en blaguant, vous dites « Yo, yebina kobomayo », c'est une infraction. Aux États-Unis, tu es poursuivi. Aux États-Unis, avec ça, tu es poursuivi. Oui, mais tu n'as pas utilisé ça. Tu n'as pas utilisé le couteau, puisque le couteau est une arme. Donc, je ne parle même pas de l'arme à feu
comme ce que les armes létales telles que c'est utilisé par... Non, une personne qui dit qu'il faut... Bon, moi, je ne suis pas partisan qu'on emprisonne les gens, puisque moi, je suis pour la liberté. Mais j'ai voulu tout simplement donner cette métaphore pour dire, quand tu pointes le couteau sur quelqu'un, tu es passible d'emprisonnement. Un moment, je disais, combien vous lui donnez alors sur le plan état des droits? Puisque c'était son cheval de bataille. Et aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a plus de prisonniers politiques, les marches s'organisent sans problème et tout le monde est libre. Alors, combien vous lui donnez sur 10? Bon, vous savez, avant de donner la note, vous savez, en France, aux États-Unis, même en Australie, on interpelle les gens. Hein. On interpelle les gens. Les services de renseignement ont le droit d'interpeller, puisque aujourd'hui, avec le terrorisme, avec la criminalité, il y a dans tous les pays du monde, il y a des enfants en prison. Dans tous les pays du monde, il y a des femmes en prison. Donc, moi, je pense que n'exagérons pas sur le plan des droits de l'homme. On n'est pas au paradis au Congo, mais je pense que la situation est plus que satisfaisante. Combien sur 10? Pourquoi pas 8? D'accord. Il y a état des droits, il y a des téléspectateurs qui disent état des droits 9 sur 10, état des droits 7 sur 10, état des droits 10 sur 10, 9 sur 10, état des droits, puisque les téléspectateurs sont en train aussi de voter. État des droits, donc l'état des droits, c'est vraiment ici combien? 9 sur 10, état des droits, combien? 9 sur 10, donc c'est très bon, merci. Alors, le dernier secteur ici, c'est, qu'est-ce que je dis ici? L'économie. L'économie, oui. Terminons par l'économie. Bon, vous savez, dans un pays, ce n'est pas le gouvernement qui crée les emplois. Donc, moi, je ne suis pas pour un État, paternaliste. Je ne suis pas pour un État patrimonial. Je suis pour un pays dans lequel l'État va mettre en place un cadre juridique, un cadre sécuritaire, normatif. L'État va prendre des mesures incitatives pour faciliter l'entrepreneuriat, les investissements. Et j'aimerais qu'il y ait l'émergence des investissements locaux, ce qu'on appelle en anglais les local content. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'environnement juridique mondialisé, vous avez des lois américaines comme la loi, vous avez des lois au niveau de l'Union européenne, Afrique, Caraïbes et Pacifique. Vous avez des lois aujourd'hui, vous avez le processus des ZELCAF qui permettent aujourd'hui à un Congolais, un jeune Congolais, de concevoir des produits et de les vendre dans le monde. L'économie aujourd'hui n'est plus l'économie matérielle. Nous ne sommes plus dans l'économie basée sur les ressources naturelles. Nous sommes dans ce que moi j'appelle l'économie intangible, l'économie de la connaissance. C'est-à-dire qu'un jeune Congolais aujourd'hui qui est à Goma peut mettre en place une application qui peut résoudre des problèmes en Australie, au Canada ou bien en Suisse et devenir milliardaire. Donc, j'entends toujours les débats sur les sociales de la population. Mais les sociales de la population, dans aucun pays au monde, vous êtes aux États-Unis, HK, des entreprises américaines, on ne va pas les citer ici pour ne pas faire leur publicité puisqu'elles ne ont pas payé, mais les entreprises américaines qui brassent des milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui vont à la conquête du marché mondial, ne sont pas des entreprises de l'État, ce sont des entreprises des individus, des entreprises créées dans des garages, créées dans une petite chambre d'hôtel, qui se sont internationalisées. Vous avez des entreprises américaines dans le domaine des fast-food, dans le domaine des cafés, dans le domaine des technologies, dans le domaine de l'automobile, qui s'implantent dans le monde entier et ce sont des œuvres de personnes. Aujourd'hui, nous sommes sur YouTube, nous utilisons WhatsApp. Ce sont des entreprises américaines qui sont dans le domaine de l'intelligence, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, moi, ce que je demande aux Congolais, c'est d'imiter ces... Vous avez des étudiants en informatique, HK, au Congo, qui n'ont pas
d'ordinateur. Un étudiant en informatique qui n'a pas d'ordinateur, mais qui a des costumes et qui a des cravates, qui a des chaussures qui coûtent cher. Vous avez des femmes qui importent, vous savez, les mèches, les parures que les femmes utilisent au Congo, les boucles d'oreilles, les bijoux, les sacs à main, vous savez, c'est des millions de dollars, c'est de l'argent qui peuvent être investis dans l'entrepreneuriat. Donc, moi, aujourd'hui, je ne connais pas un pays au monde où le gouvernement est en train de distribuer la nourriture aux individus. Donc, moi, sur le plan économique, je pense que Tshisekedi donne l'opportunité. Vous voyez, aujourd'hui, je vais donner quelques cas des emplois que Tshisekedi a créés. Quelques cas. Même si moi, je ne suis pas partisan de l'État patrimonial, je ne suis pas partisan de l'État providentiel, l'État paternaliste, mais quand vous regardez les services nationaux aujourd'hui, qui étaient déjà complètement morts, puisque tout le temps du régime du président Joseph Kabila, les services nationaux qui étaient créés par Mouzé n'ont pas fonctionné. Aujourd'hui, les services nationaux fonctionnent. Vous avez de nouveaux agents des services nationaux, les jeunes qui étaient des jeunes délinquants, et d'autres jeunes, ils sont par milliers, je n'ai pas de statistiques, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait 5000 jeunes aujourd'hui qui ont eu des emplois grâce aux services nationaux, par exemple. Vous avez des nouvelles unités qui ont été mécanisées dans le cadre de la gratuité de l'enseignement. Vous avez je connais beaucoup à la fonction publique qui ont été mécanisés. Mais moi, je pense qu'il y a eu augmentation des salaires aussi. Mais moi, je pense qu'il faut que les secteurs, que les jeunes Congolais prennent conscience qu'on développe un pays avec les secteurs privés et non. Ici en Australie, par exemple, l'État n'emploie que 15%. L'État ne fournit que 15% d'emplois. Les emplois sont créés par les secteurs publics, par les individus qui créent des entreprises. C'est le modèle que moi je souhaite pour la RDC. Comme ça, je pense que les débats sur le social de la population, c'est tout simplement du populisme, puisqu'aucun pays au monde ne nourrit la population. Il faut aussi ajouter dans ce secteur que les budgets, Tshisekedi a bougé quand même les budgets de l'État, trouvé à 4 milliards de dollars aujourd'hui, les budgets est à 16 milliards, donc 4 fois après 4 ans. Ce sont des efforts considérables. Pendant que Adolphe Muzito a fait 4 ans, les budgets, il a amené d'1 milliard à 4 milliards. Matata Mponyo a fait 4 ans, il a commencé avec 4 milliards, il l'a laissé à 4 milliards. Et aujourd'hui, le budget est à 4 fois plus que ce que Tshisekedi a trouvé, malgré toutes ces difficultés aussi. Et aujourd'hui, dans de réserves d'échange, Tshisekedi a trouvé 800 millions de dollars et nous sommes aujourd'hui à 4 milliards 300 qui sont disponibles, ce qui est quand même une très bonne chose. Beaucoup de Congolais ont été, sur le plan santé, plus de 12 000 médecins ont été mécanisés. Et sur le plan de l'enseignement, on n'a pas toutes les données ici, mais quand même, il y a eu quelque chose qui a bougé dans ce sens-là. Alors, pour terminer, quelle est la note que vous lui donnez dans ce secteur économique? Bon, sur les secteurs économiques, je crois il y a encore beaucoup de choses à faire puisqu'il faut créer les infrastructures. C'est-à-dire… dans les 4 ans qu'il a fait, quelle est votre note par rapport à tout ce que vous avez évoqué de bien ou de mauvais? Oui, avant de donner la note, je pense qu'il faut qu'au niveau de la gouvernance, on pense à créer les infrastructures. Puisque Stanley disait, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. C'est-à-dire que tant que, vous voyez, le régime passé a détruit les chemins de fer. À l'époque, lorsque les chemins de fer existaient, que les trains circulaient sur l'ensemble du territoire national, les vivres frais circulaient sur l'ensemble du territoire national, puisque le train circule dans un espace de 3 jours et arrose l'ensemble du territoire national. Donc, je pense que sur les plans économiques, il y a encore beaucoup de choses à faire, puisque tant qu'on n'aura pas des infrastructures, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas construit des routes, tant qu'on n'aura pas réhabilité les chemins de fer, on ne peut pas relancer l'activité économique. Et je pense que c'est très important, mais pour moi, ça rentre dans le cadre le président avait besoin de l'impérium. Et maintenant qu'il a l'impérium, je pense qu'il
nous allons les juger. Je pense que c'est encore prématuré. Les chemins de fer que nous avons a été construit pendant 5 ans par les Belges qui imposaient, qui chicotaient, qui coupaient les mains, à qui on ne pouvait pas dire non. Et je pense que la durée de 4 ans n'était pas suffisante dans une situation que nous avons décrite pour la construction des infrastructures. Et pour moi, je considère que la note sur le plan économique, puisque moi, tant qu'il n'y aura pas d'infrastructure, je considère qu'on ne peut pas relancer l'activité économique. Et par conséquent, pour moi, sur le plan économique, la note n'est pas bonne, mais il y a quand même des balises qui sont posées. Je vois, il y a des grandes infrastructures. Vous savez, il y a des territoires alors qu'il y a des téléspectateurs ici qui donnent sur le plan économie, en tout cas, c'est la note varie entre 7, 6 et 10. Il pense qu'il était à la hauteur malgré ces préalables-là auxquels vous faites allusion. Alors, prenons les derniers secteurs ici. Il évoque, pour terminer l'émission, la société solidaire. Il dit combattre la pauvreté, l'exclusion et la vulnérabilité. Mais ici, j'évoque aussi la question du tribalisme. Pendant ces 4 ans, on a beaucoup parlé de ça. Alors, comment vous évaluez ces chantiers et quelle est la note pour terminer l'émission d'aujourd'hui? Bon, est-ce qu'il s'est battu? Est-ce qu'il s'est montré combatif dans ça? Ouais. La société solidaire, le président a 10 sur 10. Je commence par la note. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand Tshisekedi a pris le pouvoir, les femmes, on avait moins de 10% de représentativité des femmes dans les institutions de l'État. Aujourd'hui, Tshisekedi a mis en avant, d'ailleurs, moi, je suis en train de faire un travail de fond, un travail de recherche sur le positionnement des femmes sous le mandat de Félix Tshisekedi dans les institutions de l'État. Vous avez aujourd'hui approximativement 30% des femmes dans les institutions de l'État du point de vue des nombres. Mais si je considère du point de vue de poids des ministères que les femmes occupent, je pourrais dire même que les femmes occupent 60% du gouvernement, puisque vous avez la Banque centrale qui est l'autorité monétaire qui est entre les mains d'une femme. Vous avez le ministère des Mines qui est d'où viennent 60% du budget national qui est entre les mains d'une femme. Vous avez le ministère de l'Environnement qui a même été élevé au rang de la vice-primature qui est entre les mains d'une femme. Le ministère de l'Emploi est entre les mains d'une femme. Le ministère de l'Entrepreneuriat est entre les mains d'une femme. Et au niveau des provinces, vous avez 5. Aujourd'hui, on a 5 gouverneurs titulaires qui sont des femmes. C'est sur les 26 provinces, je pense que c'est 25% ou même plus de représentativité. Et puisqu'on parle de la société solidaire, si je mets aussi les enfants qui étaient exclus du système éducatif puisqu'il n'y avait pas la gratuité de l'enseignement, je pense que le président, et quand vous regardez sur les différents chantiers, aujourd'hui, les différents chantiers qui sont en construction sont dirigés par des jeunes Congolais, des jeunes architectes, des jeunes entrepreneurs congolais. Ce sont eux aujourd'hui à qui, quand vous regardez même la configuration du gouvernement, vous avez un premier ministre qui a moins de 50 ans, qui est devenu premier ministre à 43 ans. C'est un record en République démocratique du Congo. Vous avez des ministres très jeunes, vous avez il y a eu même une femme présidente de l'Assemblée nationale qui était nommée par Félix Tshisekedi, Janine Mabonda. Donc, sur ces plans, je pense que le président... Et aussi, oui. On a oublié un ministère important, un ministère de personnes vivant avec handicap, dirigé aussi par une femme, qui n'existait pas. Le ministère de la Justice. Il avait bloqué même les gouvernements pour ça. Le ministère de la Justice aussi, qui est entre les mains d'une femme. Donc, je n'ai pas cité tous les ministères. Et vous avez même au niveau du cabinet du chef de l'État, la porte-parole du président de la République, qui est une femme parmi les directeurs de cabinet, puisque les directeurs de cabinet, parmi ses adjoints, il y a une femme. Il y a vraiment énormément de responsabilités que le président de la République a confiées. Je suivais dernièrement un jeune kabyliste, Constant Moutamba, qui disait que Félix Tshisekedi a mieux servi les jeunes que Joseph Kabila. Ça, c'est Constant Moutamba qui l'a dit. Quand bien même, moi, je suis très satisfait par rapport
je suis plus que satisfait. J'aimerais que le président... Vous savez, les femmes représentent 53% de la population congolaise et les jeunes représentent plus de 60% de la population congolaise. Mais moi, je demande aux jeunes de devenir conscients de cette réalité que vous ne pouvez pas représenter plus de 60% de la population et accepter d'être exclus. Donc, il faut que les jeunes arrêtent de suivre les politiciens gérontocrates pour qu'ils prennent le devant de la scène. Prochainement, on peut avoir un parlement à 60% occupé par les jeunes si les jeunes congolais s'organisent bien. Je pense que c'est ça l'objectif même. Il faut éviter envoyer au Parlement ces gens qui sont déjà vers 16h, 17h de leur vie. Il faut accepter de rester à la maison et coacher les jeunes, puisqu'ils vont là-bas s'endormir, ils ronflent en pleine journée et parfois c'est très compliqué et les parlements ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Merci. Alors, est-ce que une petite conclusion pour aujourd'hui et on termine l'émission. Elle était longue, mais on termine ça aujourd'hui. Je souhaite qu'on termine pour aujourd'hui et on va y revenir peut-être prochainement. Quelle est votre conclusion? Bon, ma conclusion, c'est j'encourage le peuple congolais à ne pas se décourager, à ne pas verser dans le désespoir, puisque la RDC est dans le bon. Je ne suis pas d'accord avec... Je vois les titres du genre Kagame s'est offert encore un territoire. Donc, je suis pour que nous puissions soutenir la RDC, que nous puissions soutenir nos forces armées, que nous puissions soutenir notre police, que nous puissions soutenir les gouvernements pendant cette épreuve difficile. Je pense que le gouvernement congolais a la possibilité de relever le défi de la sécurité en RDC, à l'est de la RDC. Puisque la méthode, quand je regarde la méthode du président Félix Tshisekedi, il utilise une méthode qu'on appelle en anglais le bottom-up, c'est-à-dire il part de la base vers le sommet. Il part de l'intérieur. Quand je vois comment il a défait les FCC, il a défait, même au sein du cash, le président Félix Tshisekedi a réussi à réduire l'influence de ses partenaires du cash pour rester le seul maître à bord. Je pense qu'avec la même énergie, avec le même aura, le président Félix Tshisekedi va permettre de changer les régimes à Kigali. Puisqu'il faut changer le régime de Kigali pour avoir la paix à l'est de la RDC. Puisque si on change les régimes à Kigali, si on fait tomber Paul Kagame, on va changer de narratif au niveau international. Au niveau de puissance occidentale, on va changer de narratif. Il faut que nous ayons un régime, un nouveau régime installé à Kigali avec l'aide de la RDC. Et là, vous êtes totalement contre ces Congolais qui disent, qui se frottent les mains, qui prennent leur champagne en disant « Ah, Kichanga est parti encore, hein. Ah, oui. Le Ceci est parti, hein. » Vous allez voir, ils viendront encore se défendre ici. Ils ont encore pris ça. C'est comme s'ils sont tantôt des Congolais, tantôt ils appuient le Rwanda, tantôt. Alors, donc vous êtes contre ces Congolais. Et bon, on va essayer de faire cette sensibilisation pour que les Congolais conscients prennent la responsabilité de leur parti, de leur pays en main. Alors, Eric Mamba, je vais terminer avec vous. Oui. Ashika, excusez-moi rapidement, ça c'est très important, ce sont des mercenaires. Nous avons beaucoup de journalistes mercenaires, nous avons des politologues mercenaires, nous avons des analystes mercenaires, et ce sont des gens qui n'aiment pas le Congo. Nous sommes capables, la RDC est capable à travers le moyen diplomatique, à travers le lobbying, nous sommes capables de renverser la situation. Vous voyez aujourd'hui, pour la première fois, aujourd'hui, le Rwanda est en train de faire des démarches pour négocier, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, la RDC refuse d'aller aux négociations. Vous savez, tout le monde court après le Qatar, puisque le Qatar investit beaucoup d'argent, des milliards de dollars dans le monde. Mais aujourd'hui, le président Tshisekedi a refusé d'aller au Qatar. Oui, c'est une première. Et moi, j'aimerais dire un petit mot aussi en ce qui concerne les médias. Le président avait promis
d'aider les médias. Il avait promis d'aider les journalistes. Il faut que le président de la République se souvienne aussi de cet aspect, qu'il regarde cet aspect, puisqu'on ne peut pas gagner la guerre sans les médias. On ne peut pas gagner même sur le plan économique sans les médias. Il faut identifier des bons journalistes, des bons médias, des journalistes intelligents, des médias intelligents, républicains, qui sont dans la logique de construire un nouveau narratif, qui sont à mesure de mobiliser autour du Congo. Vous avez des gens qui écrivent des livres, mais qui se disent qu'ils sont des politologues, mais qui disent le Congo n'a rien à donner, le Congo n'a rien à vendre. Mais vous écrivez des livres. Qu'est-ce que vous faites avec des livres? Est-ce que c'est pour emballer les cacahuètes? Ou bien vous utilisez vos livres comme Pampers pour vos bébés? Si vous écrivez des livres et que vous n'êtes pas à mesure, vous dites le Congo n'a rien à vendre. Mais à quoi servent les livres? Puisque l'industrie, nous sommes dans l'industrie de la connaissance, l'industrie du savoir. On peut vendre, je connais des personnes qui sont devenues milliardaires grâce aux livres. Mais vous écrivez des livres, vous dites le Congo n'a rien à donner. Donc, je connais un, je ne souhaite pas vous citer son nom, qui, entre guillemets, écrivain, et qui écrit dans son coin de sa chambre. Et il n'a jamais été sur terrain pour vérifier exactement qu'est-ce qui se passe sur terrain. Il n'a jamais parlé aux gens. Enfin, ce sont des choses. Alors, merci beaucoup, Eric Mamba. Nous allons vous retrouver peut-être pour un autre numéro spécial. Désolé, aujourd'hui, nous avons pris plus de temps que prévu. Et vous avez aussi besoin de faire un bilan de Félix Tshisekedi. Je ne souhaite pas que Eric soit le seul à nous donner des leçons, puisqu'il a parlé. Il y a quelqu'un qui a dit, celui-ci, c'est un bon professeur. Oui, il a donné des leçons, d'après lui. Alors, si vous pensez aussi que vous pouvez contredire Eric, la chaîne, le micro est à vous. Appelez-moi, comme Eric m'a appelé, et nous allons le faire. Et je vais, moi, conclure les bilans de Félix Tshisekedi. Donc, nous allons faire 3 émissions. Une émission avec Eric, nous l'avons faite. Une deuxième émission avec celui qui contredit Eric. Et une troisième, moi-même, je la ferai moi seul pendant 1 heure pour terminer les bilans de Félix Tshisekedi. Je vous aime bien. Merci à toutes et à tous. Eric, merci d'avoir été avec nous pour aujourd'hui. Peut-être vous avez encore quelque chose à dire. Sinon, on va vous retrouver pour un autre sujet. Non, merci beaucoup de m'avoir sur ces beaux plateaux. Merci à tout le monde. J'encourage les jeunes Congolais, restez debout. Ne cédez pas au chantage, aux sirènes de mauvais augure, les mercenaires politologues des chambres qui ne travaillent dans aucune université, des journalistes dont les livres ne sont lus par personne. Les jeunes Congolais, vous êtes forts, vous avez de l'énergie. Vous êtes capable d'échanger le narratif et d'échanger des choses, donc ne cédez pas au chantage. Merci beaucoup, cher Eric, et à très bientôt. Vous êtes en Australie. Bonne soirée, bonne journée en Australie. Il est déjà, je pense que vous êtes à 5h, 6h. C'est le matin ici. D'accord, merci. Toutes les bonnes choses. Allez. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, chers amis, c'est par ici que nous mettons un point final à l'émission d'aujourd'hui. Elle était longue, mais vous avez quand même appris quelque chose. Nous avons tenté d'analyser les bilans de Félix Tshisekedi, 4 ans au pouvoir. Vous avez sûrement eu quelque chose, retenu quelque chose. Et je pense que ce n'est pas un dernier numéro. C'est d'ailleurs les débuts. Nous allons en faire peut-être 2 ou 3 autres pour un peu comprendre, au lieu de vous laisser dans des manipulations, dans des incantations. J'ai suivi des analystes, des analyses, ainsi de suite. Et vous pouvez aussi quand même tirer une leçon par rapport à cette émission d'aujourd'hui. Je vous aime bien et avec plaisir de vous retrouver demain dans notre émission spéciale Masolo Kati. Peut-être bilan ya Tshisekedi Masolo Kati Lobby. Masolo Kati Lobby, le téléphone sera ouvert. On parle de tout, de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Torolobelape bilan et à Félix Tshisekedi. Et puis Torolobelape Masolo Moussous, il y a Qatar, Banini. Donc rendez-vous, c'est pour demain, encore 2 heures demain d'échange entre les Congolais. Que mon Dieu vous bénisse. Vous étiez ici pour la première fois. Ne quittez pas sans s'abonner. Abonnez-vous. Et quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de nous faire un like. C'est juste un cadeau pour nous encourager par rapport au travail que nous vous faisons tous les jours. Je vous aime bien et je vous souhaite une très très bonne soirée.
Bonne journée à ceux qui sont déjà le samedi, comme Eric qui vient d'être avec nous. Et bon après-midi aux Américains, bonne nuit aux Européens et aux Africains. Je vous retrouve demain dans les nouveaux numéros que nous appelons Masolo Akati. Donc, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain. Bonne soirée chez vous. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Nous devons ensemble BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Today. Honoré Kabongo. Les journalistes patriotiques. Sisi Luboya Kashaba Motema pasi bana bunaka na ye Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matusa FARDC l'équipe Amakasi la police nationale Mama yo JR Mama Christian Chiwewe les Jene patriotique